Donc c'est le mobile qui fait le show en ce moment à Barcelone à l'occasion du MWC 2021. On en parle avec Rémi Giraud, directeur HMD France. HMD, c'est une entreprise finlandaise qui est la détentrice exclusive de la licence de la marque Nokia pour les téléphones, les tablettes et les accessoires. Et avec moi également Baptiste Michel, cofondateur de BAM, un acteur français dans le développement des applications mobiles multiplateformes. Donc vous êtes des experts du mobile. Première question, Rémi Giraud. Je constate l'absence de Nokia sur ce salon MWC 2021, comme celle d'autres d'ailleurs. Exactement. Samsung, Google, Sony non plus n'est pas présent. Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, c'est un choix délibéré de ne pas assister cette année au Mobile World Congress. La raison est simple. L'année dernière, ça a été annulé, comme vous le savez, avec le Covid. Là, ça a été reporté. Et compte tenu du contexte mondial, on a pris la décision de ne pas y être. Pour la simple et bonne raison que, premièrement, c'est un investissement colossal. Donc, il faut quand même un retour sur un investissement qui a de moins en moins de... Qui aurait moins de visiteurs, a priori, moins de cette visiteurs, année. Moins de visiteurs, moins d'intérêt pour les salons, de manière générale, puisqu'on s'est habitué à du télétravail. Donc, toutes les choses se font maintenant à travers des conférences, à travers des écrans. Et on se rend compte que l'investissement concernant ce que vous dites, c'est que ça remet quand même en question ces grands salons mondiaux en présence. Ça remet en question. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années sur la France. Il y a des salons qui existaient et qui ont disparu du jour au lendemain, qui n'ont pas été remplacés. Est-ce que le MWC va continuer sous son format actuel ? J'en doute. J'en ai discuté avec... des amis qui sont dans le milieu, chez certains concurrents. Et en effet, c'est un format hybride. C'est-à-dire qu'il y a quand même des conférences de grands acteurs qui se font pendant le MWC. Voilà. Ils ne sont pas forcément présents sur place. Ils ne sont pas présents sur place. Et puis les annonces, historiquement, se faisaient au MWC. Et les annonces, maintenant, sont reculées. Je ne vais pas citer le nom de mes concurrents, mais au mois d'août. Samsung, par exemple. Samsung, par exemple, font des annonces qui seront... Donc, Samsung a eu quand même une conférence. D'ailleurs, on va en parler, puisque c'était... un peu de précision, un peu plus d'informations autour du système d'exploitation pour ces montres connectées. Mais c'est vrai que l'annonce principale, qui était une nouvelle montre, ça, il va falloir attendre sa propre conférence. C'est un peu l'autre problème, je dirais, de ces grands salons, c'est que finalement, les grands acteurs, aujourd'hui, s'emparent eux-mêmes de leur actualité, créent leur propre conférence, leur keynote à la manière d'Apple, et ont moins besoin d'être présents sur ces grands événements. Par exemple, dans votre secteur, qui est le secteur des applis, et donc des OS mobiles, toutes les annonces ont déjà été faites par Google, par Apple, et là par Samsung. Oui, c'est vrai, ils le font traditionnellement lors des Google I.O. ou de leurs propres événements. WWDC, Apple. WWDC, exactement. Mais en même temps, je trouve que ce nouveau format de conférence est intéressant parce que c'est une voie de développement pour le futur des conférences comme le MWC, de pouvoir faire ce mode hybride où il y a des gens sur place et des gens à distance. Donc d'habitude, ils accueillent 100 000 personnes. Aujourd'hui, ils prévoient plutôt 50 000 sur 3 jours. Mais à côté de ça, le monde entier peut assister assez facilement aux différentes conférences qui sont soumises. Et après, effectivement, ça ventile les annonces des opérateurs, des constructeurs et des acteurs du mobile. L'autre point, c'est aussi que le mobile, il fait moins le show naturellement. C'est-à-dire qu'on est moins en attente d'un nouvel appareil, d'un nouveau form factor. C'est peut-être plus du côté d'ailleurs du logiciel aujourd'hui où ça bouge, ou des accessoires autour de l'univers du smartphone. L'exemple de la smartwatch de Samsung et de Google est intéressant parce que ils ont mutualisé leur OS. Oui. Avant, c'était Tizen, côté Samsung. Maintenant, c'est Wear. Oui. Et c'est un OS qui va dans le sens de l'histoire parce que ça va faciliter la vie à des acteurs comme nous, aux développeurs d'applications mobiles. Alors, en quoi ça vous facilite la vie, ça ? Parce que l'UX, donc l'expérience utilisateur, est unifiée. Le code qu'on va pouvoir utiliser entre le smartphone et la montre sera le même. Huawei a fait pareil. Ils ont sorti leur nouvel OS qui s'appelle Harmony et qui est un OS qui permet de développer sur smartphone, sur smartwatch, dans un véhicule connecté en une fois. Et c'est vraiment le sens de l'histoire parce qu'il va falloir être capable d'être très rapide sur l'ensemble des plateformes. Oui, ça veut dire aussi que c'est un monde qui s'unifie encore davantage alors que il était déjà pas loin d'être monopolistique.
C'est un monde qui s'unifie dans les usages. Ensuite, ça va aussi faciliter la vie à des nouveaux entrants parce qu'on va pouvoir utiliser ces plateformes-là pour créer plein de nouveaux services, pour créer plein de nouvelles apps plus vite. Mais après, c'est vrai que les OS, il n'y a pas 1 million de constructeurs et de gens qui sont capables de les mettre en avant. Ça, c'est vrai. Alors, Rémi Giroux, vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années dans le secteur du mobile en tant que notamment directeur commercial de Samsung et LG. Tout à fait. Donc, vous avez vu évoluer ce marché. Ce que je vous dis là sur la baisse d'attente autour des smartphones, ça, vous le constatez. Aujourd'hui, on est sur un marché qui arrive à maturité. On le constate, forcément. Il n'y a plus de rupture technologique en soi. Donc ça veut dire que on est arrivé à un seuil technologique où le consommateur a à peu près tout aujourd'hui dans son smartphone. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une rupture ? Plus grand-chose. Voilà, c'est un constat. Alors bien entendu, il va y avoir des annonces qui vont être faites sur des écrans qu'on va pouvoir enrouler, des écrans flexibles, mais ça s'arrête là. Là où il y a une vraie avancée, en effet, c'est sur le réseau, en compatibilité avec les terminaux, en compatibilité avec les chipsets, qui vont permettre une amélioration des services, une amélioration des usages et un développement aussi des usages, que ce soit dans le grand public, mais également dans le B2B. Alors c'est peut-être là où il reste des choses à faire. Il y a énormément de choses. Sur le marché professionnel. Sur le marché professionnel, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que les marques peuvent s'exprimer sur des sujets très différents. C'est plus pointu. Il y a des offres qui sont plus dédiées, sur lesquelles le B2B est en attente. Donc là, il y a en effet une vraie. Il va y avoir des annonces du côté de Nokia là-dessus ? Alors Nokia, oui, on a lancé il y a quelques semaines HMD Enable Pro, qui est un EMM. Donc expliquez-nous ça. Alors voilà, c'est de la prise de mobile, c'est du management de device, management de mobile. Donc c'est de la prise en charge de mobile pour, en effet, accéder à un certain nombre d'informations sur mobile, soit pour le brider, pour que l'entreprise ne donne pas accès à certaines fonctionnalités, comme certaines applications qui sont dangereuses, puisqu'elles peuvent être piratées. Donc là, on parle de la cyberattaque. Donc il y a plein de sujets autour de la cyberattaque qui sont liés au mobile. Ça fait partie des grandes attentes aujourd'hui des utilisateurs. Il y a énormément la cybersécurité sur mobile. Alors les entreprises sont très sensibilisées, donc les entreprises du CAC 40 sont bien entendu très sensibilisées. Les PME un peu moins, parce que moins de ressources en DSI pour pouvoir adresser ces sujets-là. Mais quoi qu'il en soit, donc des marques comme HMD Nokia, en effet, développent ces services. Donc en effet, pour répondre à votre question, il y a beaucoup moins d'innovation. Les attentes sont très différentes. Il y a des attentes aussi qui sont apparues à travers la consommation de manière générale. Les gens veulent garder leur mobile plus longtemps, ils sont plus responsables, ils vont vers des sujets d'éco-responsabilité. On parle beaucoup de RSE, réparabilité. De réparabilité, exactement. Il y a une exigence qui s'est mise sur le marché et les constructeurs doivent répondre à ces exigences. On parle beaucoup de RSE, responsabilité sociale et environnementale. On doit s'adapter à ça en répondant précisément. Bon, il y a quand même un sujet qui fait l'événement, c'est la 5G. C'est la rupture technologique. Alors, on est un petit peu à la traîne en Europe. La 5G... Est-ce grave ? Parce que pour l'instant, les usages, on ne les a pas vraiment vus. Non, certes, mais ça met du temps à se mettre en place. Ceci étant dit, ça se développe très très vite aux États-Unis et en Chine. Donc, il va falloir y aller. Surtout que c'est un peu comme... c'est un peu la nouvelle électricité. C'est une innovation qui peut en amener plein d'autres, et notamment dans l'industrie. Aujourd'hui, ce qui freine beaucoup, c'est la sécurité. Comment on va faire pour sécuriser l'ensemble de ces devices qui seront connectés ? Et on ne sait pas forcément très bien le faire aujourd'hui. Il y a 300 000, c'est un des chiffres. Parce qu'il faut quand même rappeler que quand on a parlé au départ de la 5G, c'était l'idée qu'on était plus que sur une évolution avec des smartphones qui se connectent plus vite au réseau. On était plus sur la vie dans un monde où tout est connecté. On nous parlait de la ville connectée, des routes. Ouais. Enfin bon, on en est loin. Aujourd'hui, on ne les a pas vus du tout arriver, ces usages. On n'est même pas encore à la vraie 5G. Là, ce qui a été dit, c'est que cette vraie 5G, elle commencerait à être expérimentée en 2023. Exactement. Oui, c'est ça. La 5G standalone, qui offre un débit qui serait vraiment, vraiment supérieur à la 4G aujourd'hui, c'est plutôt 2023. Mais c'est pour ça que... Mais c'est déjà un sujet de préoccupation aujourd'hui ? C'est un sujet sur lequel vous travaillez, par exemple ?
C'est un sujet qu'on regarde de très près parce que ça va apporter des nouveaux usages pour les particuliers, mais surtout pour les entreprises. Ouais. Et donc, à nous d'être capables aussi de nous adapter dans les produits qu'on va développer avec eux, de les conseiller, pour être capable de mettre en pratique ces usages et de les porter sur le marché. Alors Rémi Giraud, je vous vois opiner du chef. Pourquoi oui pour les entreprises? Qu'est-ce qu'elles vont faire de plus avec cette 5G? En fait, on parle d'application métier. Donc l'entreprise est bien la cible. On pourrait parler du monde médical, on pourrait parler des médias, on pourrait parler de l'automobile. Donc la 5G va permettre d'assister tous les services liés à on pourrait parler d'hospitalisation à distance via la 5G. Alors moi, ça m'interroge beaucoup, ça, parce que finalement, on a lancé la 5G auprès du grand public qui ne sait pas trop quoi en faire et qui même s'inquiète parfois. Oui. Alors qu'en vrai, j'imagine, en tout cas à chaque fois que j'en parle autour de moi, la 5G, c'est un sujet industriel. C'est là où il va y avoir vraiment des ruptures. Pourquoi on n'a pas démarré avec l'industrie ? Il y a des sujets qui sont menés en ce moment, des expérimentations qui sont menées beaucoup d'ailleurs dans des CHU à Toulouse et à Rennes, par exemple, qui sont en train d'expérimenter la 5G. Donc ça leur permet quoi ? Ça leur permet d'avoir des données sur les patients de manière beaucoup plus rapide, lorsque les patients sont en transfert notamment. Il y a des cas d'usage aussi en test dans des usines. Alors un des exemples, c'est comment on fait pour automatiser et robotiser une usine avec des gains de productivité qui sont beaucoup plus importants. Donc on entend moins parler parce qu'on est au début et qu'on est en train de tester, et que c'est vrai que le réseau de 5G standalone sera vraiment opérationnel en 2023, donc on est vraiment encore au tout début. Mais oui, c'est le moment d'expérimenter ce qu'on pourra faire pour qu'en 2023, ça marche vraiment. Parce que ce qui va accompagner aussi l'essor de la 5G, c'est des nouveaux processeurs qui vont arriver dans les smartphones plus puissants. On a eu une annonce de Qualcomm avec Snapdragon 888+. Donc, ça peut faire bouger le marché, ça aussi Alors oui, il y a deux choses. En effet, il y a le taux d'équipement, c'est-à-dire dans le grand public, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la 5G n'est pas complètement implantée, c'est-à-dire que le taux d'équipement n'est pas encore abouti. Les marques font passer leur gamme de 4G à 5G. Les opérateurs achètent de la 5G, mais ça se fait de manière lente. C'est pour ça que l'aboutissement 2023, ça me semble tout à fait logique. Donc il y a ce premier point qui est important. Donc, sur la partie puissance de processeur, est-ce qu'on va voir arriver des nouveaux smartphones ce sont déjà des ordinateurs, on fait déjà tout avec. Qu'est-ce qu'on peut imaginer demain ? Il y a des annonces, donc il y a beaucoup de constructeurs qui sont emparés de ce nouveau chipset qui va permettre en effet une meilleure utilisation, comme je le disais, des mobiles. Donc ça c'est une réalité de demain. Ça, c'est des annonces qui vont être faites au MWC. Oui. Mais ça va changer le smartphone ? On va avoir un nouveau type de smartphone arriver ? Non, pas particulièrement. C'est-à-dire que le design, le hardware va rester le même, mais c'est l'expérience utilisateur. Quand vous allez vous connecter, vous allez avoir un débit supérieur à la 4G, donc vous allez avoir un usage bien plus confortable. Mais le consommateur grand public, aujourd'hui, tout le monde le dit, je ne suis pas le seul à le dire, il n'y a pas une rupture, une fois de plus. C'est certain. La rupture, on va plus l'avoir sur le B2B, sur les applications métiers dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc on va pouvoir faire tourner des applications métiers beaucoup plus exigeantes sur les smartphones grâce à ces nouvelles puces. Exactement. Oui. On va pouvoir aussi, je pense, voir l'essor de technologies dont on parle depuis un petit bout de temps, mais qu'on voit peu, en tout cas, dans le B2B, qui sont la réalité augmentée, la réalité virtuelle. C'est quelque chose qui va être rendu possible par la 5G parce que la latence sera plus basse, et la puissance plus importante. Donc, je ne sais pas si les smartphones vont vraiment évoluer dans leur forme, mais par contre, dans leur puissance, c'est certain. Et donc, ce qu'on va pouvoir en faire sera décuplé. On a autre chose, c'est l'enjeu de la connectivité avec les constellations de satellites. Ça aussi, ça va faire l'événement, ça va occuper une partie du Mobile World Congress, non ? On va voir ce que va dire Elon Musk, je crois que c'est ce soir, sur Starlink. Ce que je trouve intéressant sur la connectivité, c'est un des points qui a été relevé hier lors d'une conférence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sujet d'accès à la donnée, mais la réalité, c'est que 85% de la population mondiale est à portée d'un réseau. Et donc le sujet est beaucoup lié à l'éducation,
comment on fait pour apprendre à utiliser les appareils numériques et à l'accès aussi à des smartphones moins chers. Donc la connectivité d'un point de vue technique et Starlink comme ce que faisait Google sur Loon est un projet qui est extraordinaire. Mais ces autres pendants, l'éducation et l'accès aux appareils est aussi crucial. Et ça, pour l'instant, il n'y a pas grand monde dessus, c'est ça ce que vous dites? Il n'y a pas grand monde dessus. Il y a quand même des OS qui se développent, notamment un OS qui s'appelle KaiOS et qui permet de faire tourner des applications sur des devices qui sont très peu chers et qui permettent ça, de développer ça. Mais c'est un vrai sujet, ouais. Il y a quand même des lignes qui bougent au niveau business, avec l'arrivée des constellations d'Elon Musk, entre autres, mais aussi sur le réseau. On a vu que les sanctions américaines ont rendu la vie compliquée à certains équipementiers, notamment sur la 5G. Mais alors, le marché ayant horreur du vide, ça se réorganise et on voit apparaître finalement des nouveaux acteurs d'équipements, de réseaux. On travaille beaucoup plus avec des solutions dans le cloud. Finalement, je vous dis ça parce que finalement, est-ce que l'événement du Mobile World Congress, il n'est pas beaucoup plus pour la profession aujourd'hui que pour le grand public? Alors déjà, il y a une approche assez géostratégique du mobile. On s'en rend compte, c'est devenu un sujet politique. C'est vrai. L'effet annonce de Huawei, notamment par Trump, a été un tremblement de terre, un tsunami pour la marque. Et je pense que ça va continuer. En effet, il y a eu des blacklists qui ont été nommées, d'autres ont tremblé. Ça n'a pas été, on va dire, concrétisé. Mais voilà, il y a de plus en plus une intervention des gouvernements sur le sujet, puisque c'est devenu la data. La data, et c'est un sujet qui est traité tous les jours, c'est-à-dire qui la possède et comment on l'utilise. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que l'utilisateur aujourd'hui est très concerné, de plus en plus, même si les jeunes de génération, on va dire, 10-20 ans, n'ont pas tout à fait ça en tête. Voilà, donc il y a une accaparation de ce sujet au niveau politique. Est-ce que les lignes vont bouger, d'après vous, au côté business ? Je pense qu'elles sont déjà en train de bouger. Dans le monde des opérateurs, par exemple, aujourd'hui, au MWC, un des acteurs les plus présents, c'est AWS. Oui, c'est vrai. Ce qui est quand même quelque chose d'Amazon, donc Amazon qui est leader dans le cloud. Et c'est eux et Google et Facebook qui font partie des gens qui sont aujourd'hui capables d'investir pour déployer des câbles sous-marins. Oui. Donc c'est quand même un énorme changement. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait besoin des opérateurs pour déployer ces câbles sous-marins qui font transiter l'ensemble des communications d'Internet. Et là, on s'aperçoit que ce sont les GAFAM qui sont en train d'installer ces câbles. Qui rentrent dans la danse. Ouais. Et ensuite, les opérateurs vont investir 900 milliards d'ici 2025, notamment dans la 5G. Donc ça rebat les cartes. Mais ceci étant dit, la question c'est mais comment on peut aussi réguler ça, gérer ça, parce que la lutte n'est pas forcément équitable entre un Orange en France et un AWS qui va utiliser les réseaux d'Orange sans pour autant les financer lui-même. Donc ça sera intéressant de regarder ce qui va... Une nouvelle guerre économique et c'est vrai, géopolitique. Géopolitique. Hein. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Rémi Giraud, je rappelle que vous êtes directeur HMD France Nokia et Baptiste Michel, cofondateur de BAM. Juste après la pause, on va dans le monde de la data, on reste dans ce monde de la data et on va s'intéresser aux cookies ou à la naissance d'une nouvelle économie du consentement.